Si par pensée on entend l'acte qui pose dans leurs diverses relations possibles un sujet et un objet, une histoire critique de la pensée serait une analyse des conditions dans lesquelles sont formées ou modifiées certaines relations de sujet à objet, dans la mesure où celles-ci sont constitutives d'un savoir possible. Ainsi, Michel Foucault définit-il lui-même son entreprise, qu'il nomme précisément « Histoire critique de la pensée » lorsqu'il rédige, au début des années 1980, sa propre notice biographique, à la troisième personne donc, pour un dictionnaire des philosophes. Comme vous le voyez, s'opère donc un glissement sémantique important par rapport à l'intitulé de sa chaire au Collège de France, qui est « Histoire des systèmes de pensée ». Donc il parle ici d'histoire critique de la pensée. La nouveauté, bien sûr, c'est l'emploi du mot « critique ». Et il caractérise en effet parfaitement son travail. Même ses adversaires intellectuels le lui reconnaissent. Les mots de Michael Walzer en ouverture du chapitre consacré à ce qu'il appelle la politique solitaire de Michel Foucault dans l'ouvrage The Company of Critics, publié en 1988, 4 ans donc après la mort de ce dernier, ne laisse guère de doute sur le mélange de fascination et d'antipathie qu'il éprouve à l'égard du philosophe français. Je le cite. « Il est difficile de lire Michel Foucault et de douter que ce soit un critique social. L'un des critiques les plus importantes ces dernières années, et pourtant ses écrits philosophiques et ses généalogies plus profondes et plus accessibles semblent contester la possibilité d'une critique efficace. » Si donc l'ouvrage de Michael Walzer ressemble souvent à un éreintement de 11 grandes figures internationales de la pensée contemporaine, il faut constater que dans ce tableau de famille sans aménité, son réquisitoire le plus sévère est prononcé contre le professeur au Collège de France. Au sujet des prises de position publiques de Michel Foucault, il écrit par exemple « Elles étaient du genre qu'on m'a enseigné à appeler dans le monde politique où j'ai appris à parler gauchisme infantile, consistant moins à approuver qu'à dépasser la thèse la plus radicale dans n'importe quelle lutte politique. Les rares concessions positives qu'il fait à son œuvre sont souvent mêlées de remarques caustiques. » À propos de cette œuvre, il dit « Elle nous donne une description fondamentalement fausse de la discipline. Dans une rhétorique ampoulée, dénuée de discrimination morale, elle saisit néanmoins quelque chose de la réalité de la société contemporaine. » Ce que le philosophe états-unien reproche à Michel Foucault, c'est au fond de ne pas vouloir adopter une position normative, ce qui constitue pour lui un crime de lèse-philosophie. Je le cite. « Il n'exige aucunement de nous que nous adoptions tel ou tel principe critique ou remplacions ces normes disciplinaires par un autre ensemble de normes. » Ce positionnement provoque donc son indignation, car le lieu d'où s'exprime et dont se prévaut Michel Foucault lui échappe totalement. Je le cite encore. « Il n'est nulle part, il ne trouve aucune raison, il secoue avec colère les barreaux de sa cage de fer, mais il n'a ni plan ni projet pour transformer cette cage en quelque chose qui ressemblerait davantage à un foyer. » D'où cette conclusion définitive du philosophe états-unien. On ne peut pas être critique si l'on n'habite pas un certain cadre social et si l'on n'en adopte pas, au moins provisoirement, les codes et les catégories. Ou alors, et c'est beaucoup plus difficile, on peut construire avec d'autres hommes et femmes un nouveau cadre et produire de nouvelles normes et de nouvelles catégories. C'est donc ce refus de Foucault de se positionner dans une telle alternative rassurante qui rend ces généalogies si impitoyables selon Michael Walzer. C'est aussi, écrit-il encore, la désastreuse faiblesse de sa théorie politique et de sa critique sociale. Verdict, comme vous le voyez, implacable. Si j'ai cité assez longuement l'analyse de Michael Walzer, c'est que d'une part, il fut l'une des figures les plus influentes de la théorie politique états-unienne, considérée comme progressiste, et que d'autre part, il était exemplaire d'une certaine critique de la pensée foucaldienne
telle qu'elle s'est souvent manifestée sur la scène philosophique internationale, notamment à gauche, même si la sienne apparaît comme l'une des plus féroces. Ce rejet relève, dans le cas présent, d'un double phénomène de méconnaissance et d'incompréhension. Méconnaissance d'abord, lorsque Michael Walzer évoque les révoltes dans les prisons en France. À propos des détenus rebelles, dont il conteste sans preuve qu'ils s'intéressent le moins du monde à la politique pénale, il note que leur attente est tout autre, concrète, plutôt que idéologique. Je le cite, « Ils décrivent la brutalité des autorités pénitentiaires ou l'inhumanité de la condition carcérale et ils se plaignent de punitions qui vont bien au-delà de celles auxquelles ils ont été condamnés par la justice. Ils dénoncent l'arbitraire de l'administration, le harcèlement, le favoritisme. Ils exigent l'introduction et l'application de ce que l'on peut appeler l'état de droit. » Il ne semble pas que Michel Foucault, en dépit de toute sa sympathie pour eux, ait jamais prêté attention à tout cela. À l'évidence, le philosophe états-unien ignore complètement le rôle que son collègue français a joué dans la création du groupe d'information sur les prisons et l'orientation qu'il a voulu donner à cette initiative pour précisément faire entendre la voix et les revendications des prisonniers. Méconnaissance donc, et incompréhension ensuite, dans le sens profond de se sentir étranger à une pensée. Toujours sur la question des prisons, à laquelle il réduit l'analyse foucaldienne à une série de provocations, Michael Walzer affirme « Il n'y a pas de référence stable à des idées morales ou d'engagement solide à l'égard de personnes ou d'institutions à partir desquelles des résultats pourraient être évalués. » L'opposition de Michel Foucault à toute posture normative, au moins comme principe de travail, même s'il est difficile en pratique d'échapper à toute norme, évidemment, et sa résistance à aborder, a fortiori, à défendre une position morale, même s'il s'est engagé dans une réflexion éthique à la fin de sa vie, sont pour le philosophe états-unien simplement inintelligibles, comme elles le sont pour nombre de spécialistes de théorie politique de sa génération. Il peut sembler étonnant d'ouvrir une réflexion sur la pensée critique de Michel Foucault parce qu'il s'apparente plutôt à une philippique contre lui, dans les écrits duquel Michael Walzer croit reconnaître une forme d'anarchisme doublée de nihilisme. Il faut d'abord rappeler que la réception du philosophe français aux États-Unis a souvent été beaucoup plus bienveillante et parfois même triomphale, comme à l'Université de Californie à Berkeley, où les étudiants se pressaient avec enthousiasme par centaines à ses conférences au point de provoquer sa gêne. Mais il ne faut pas, à l'inverse, ignorer les contestations et les malentendus qui ont entouré et continuent d'entourer l'œuvre foucaldienne, dont l'historien états-unien Michael Berendt montre qu'elle fait aujourd'hui même encore l'objet, dans ce pays, les États-Unis, d'une récupération par une certaine droite qui se sert de la critique de la biopolitique comme d'une ressource pour s'en prendre à la santé publique, ainsi qu'on a pu le constater lors de la pandémie de Covid, et à l'inverse de la méfiance d'une certaine gauche qui voit dans ses réserves à l'égard de l'État et son attention aux soucis de soi de potentiels instruments bienvenus pour les promoteurs du néolibéralisme et de la culture managériale. Mais au fond, commencer par une critique de la critique, selon Michel Foucault, aussi excessive soit-elle, souligne la nécessité de comprendre ce qu'il entend, lui, par critique, et que précisément ces critiques, du philosophe canadien Charles Taylor au philosophe allemand Jürgen Habermas, ne comprennent pas. Il faut cependant reconnaître que leur collègue français ne leur a pas toujours facilité la tâche. Au fil du temps, comme souvent, il a changé sa conception de la critique jusqu'à aboutir à une formulation à laquelle nombre d'autrices et d'auteurs se réfèrent aujourd'hui. Il me faut donc scrupuleusement tenter de reconstituer cette séquence. S'il est un mot par lequel il est possible de décrire le travail intellectuel de Michel Foucault, une sorte de constante dans sa méthode, une manière de caractériser sa démarche, au-delà de la variété et des variations de ses recherches, c'est sans aucun doute celui-ci critique. Une clarification est toutefois peut-être utile ici, car elle contribue à lever l'équivoque autour du mot lui-même.
En français, comme vous le savez, il est en effet surdéterminé par la dimension normative du sens commun. Selon le Robert, la critique est l'examen d'un principe, d'un fait, en vue de porter sur lui un jugement de valeur, qu'on applique notamment à une œuvre littéraire ou artistique, ou même lorsque les exemples sont donnés dans le dictionnaire concernent des ouvrages philosophiques. Il est encore question d'un examen, je cite le dictionnaire toujours, d'un examen de la valeur d'une pensée, d'un texte sur le plan du jugement, du raisonnement. Et l'orientation morale est encore bien plus marquée dans la signification ordinaire du mot, à savoir, toujours en citant le Robert, tendance de l'esprit à émettre des jugements sévères, défavorables, négatifs. Autrement dit, à critiquer. Double implicite donc sur ce qu'est la critique, elle procède d'un jugement mettant en jeu des valeurs et elle tente à prendre une signification dépréciative. L'anglais, en revanche, distingue criticism, expression d'une désapprobation sur la base de fautes ou d'erreurs, ou bien analyse et jugement sur les mérites et les défauts d'une œuvre littéraire ou artistique, et critique, art de la critique ou bien essai critique. Significativement, si les ouvrages de Kant ont en anglais critique dans leur titre, c'est criticism que choisit Michael Walzer pour le sien. Cependant, même dans cette langue demeure une connotation péjorative, ainsi que le faisait remarquer l'essayiste gallois Raymond Williams dans son vocabulaire de la culture et de la société intitulé Keywords, mots-clés. Tout comme d'ailleurs le mot moral, le mot critique est en quelque sorte piégé par l'implicite normatif qu'il contient. Il faut donc examiner ce qu'en dit Michel Foucault. Dans son œuvre, je distinguerai trois moments. Sa leçon inaugurale au Collège de France prononcée en 1970, sa communication « Qu'est-ce que l'art critique ?», présentée à la Société française de philosophie en 1978, son article déjà évoqué et d'abord publié en anglais, quoique écrit en français, « Qu'est-ce que les Lumières ?», de 1984. Dans l'ordre du discours, donc, sa leçon inaugurale de 1970, au Collège de France, il annonce que les analyses qu'il se propose de mener dans ses cours se disposent selon deux ensembles. Il y a d'une part, je le cite, l'ensemble critique visant à cerner les formes de l'exclusion, de la limitation, de l'appropriation, dans les domaines notamment de la psychiatrie, de la pénalité ou de la sexualité. Et d'autre part, un ensemble généalogique s'attachant à la manière dont, je le cite, se sont formés au travers et en dépit ou à l'appui de ces systèmes de contraintes des séries de discours dans ces mêmes domaines. Donc, pour résumer, la critique concerne l'étude du fonctionnement des pratiques coercitives et la généalogie, l'étude de la formation des pratiques discursives, distinction qui n'est néanmoins pas sans certaines obscurités. Deux observations sur cette première formulation. D'abord, la critique est distinguée de la généalogie, sans être toutefois complètement séparée, alors qu'on peut penser qu'en réalité, dans son œuvre, la seconde, la généalogie, a contribué à la première, la critique. Ensuite, la critique concerne parfois ce qui relève dans la société du contrôle, de l'interdit, du partage entre la raison et la folie, entre le vrai et le faux, et ce qui manifeste dans la littérature de la rupture, de la révolte, de la transgression, qu'il s'agisse de Nietzsche, Artaud ou Bataille. À la fin de son analyse, Michel Foucault s'amuse d'ailleurs à troubler un peu son auditoire. Disons, pour jouer sur les mots, que si le style critique c'est celui de la désinvolture studieuse, l'humeur généalogique sera celle d'un positivisme heureux. Il faut attendre encore quelques années pour que, renonçant à cette sorte de coquetterie intellectuelle, il donne à la notion de critique toute sa profondeur. La communication de 1978, « Qu'est-ce que la critique ?», porte un titre choisi par le président de séance de la Société française de philosophie, car l'auteur, Michel Foucault, avoue ne pas s'être autorisé à donner celui auquel il pensait. Mais plutôt que de faire du mot critique un substantif, il l'utilise surtout comme un qualitatif.
Il me semble, risque-t-il, qu'il y a eu dans l'Occident moderne, à dater grossièrement empiriquement des XVe et XVIe siècles, une certaine manière de penser, de dire, d'agir également, un certain rapport à ce qui existe, à ce qu'on sait, à ce qu'on fait, un rapport à la société, à la culture, un rapport aux autres aussi, et qu'on pourrait appeler l'attitude critique. Il n'ignore pas qu'il a pu y avoir de semblables préoccupations antérieurement à cette époque, et il ne méconnaît pas non plus que la diversité des pratiques de ce type rende difficile de leur conférer une unité. Mais avant de justifier sa périodisation, il veut caractériser plus avant son objet. Il y a, souligne-t-il, une forme d'humilité de la critique, car, je le cite, elle n'existe qu'en rapport avec une autre chose qu'elle-même. Elle est instrument, moyen pour un avenir ou une vérité qu'elle ne saura pas et qu'elle ne sera pas. Elle est un regard sur un domaine où elle veut bien faire la police, mais où elle n'est pas capable de faire la loi. Et tout cela fait qu'elle est une fonction subordonnée par rapport à ce que constitue positivement la philosophie, la science, la politique, la morale, le droit, la littérature. Selon lui, à ce moment-là en tout cas, la critique est en somme un double des savoirs positifs dont elle dépend pour exister et de surcroît un double sans pouvoir effectif puisqu'elle exprime une différence mais n'est pas en mesure de corriger, de remplacer, de construire une alternative à ce qu'elle met en question. La modestie s'impose à elle. Ce qui ne la rend pas moins exigeante pour autant au regard non seulement de la raideur d'utilité dont elle se réclame, citation, mais aussi d'un impératif plus général encore que celui d'écarter les erreurs qui la sous-tend. Et suit cette étonnante formule, il y a quelque chose dans la critique qui s'apparente à la vertu. Le mot est fort, inattendu. Il renvoie explicitement à cette approche théorique de la morale dont Michel Foucault est en train de se rapprocher et qu'on appelle généralement éthique de la vertu, dont Platon et surtout Aristote ont été les premiers théoriciens, selon laquelle ce qui prévaut, ce sont les qualités morales de la personne. À côté de l'honnêteté, de la générosité, du courage, Michel Foucault place donc la critique comme un trait moral de même nature. Mais c'est la suite de sa communication qui a reçu la plus grande attention. Le changement intervenu à partir du XVe siècle se caractérise, observe-t-il, par une véritable explosion de l'art de gouverner les hommes. Il y a d'une part une laïcisation des pratiques de gouvernement de soi qui se libèrent de la pastorale chrétienne et de la direction de conscience, et d'autre part une démultiplication des domaines dans lesquels les méthodes de gouvernement s'appliquent, que ce soit à l'égard des familles, des enfants, des pauvres, des armées. C'est une forme d'émancipation qui se produit, mais utilisant un néologisme, Michel Foucault préfère, lui, parler alors de gouvernementalisation. Dans ce processus, la question « comment gouverner » devient toutefois indissociable d'une autre « comment ne pas être gouverné » qui se décline sous une forme moins radicale « comment ne pas être gouverné comme cela ». Tel est donc le fondement de l'attitude critique qui remet en cause la triple autorité de l'Église, du roi et de la science. Elle marque un, je cite, désassujettissement dans le jeu de ce qu'on pourrait appeler la politique de la vérité. Autrement dit, les individus commencent à se libérer de la religion, de la monarchie et du savoir institué pour penser par eux-mêmes. Ici commence donc son retour à Kant. Il y a en effet un rapprochement décisif entre ces deux philosophies, mais également une différence importante, le rapport à la norme, qui est au fondement de celle de Kant, alors que Michel Foucault effectue un pas de côté, en l'écartant. Ce qu'on cherche, écrit-il, ce n'est pas de savoir ce qui est vrai ou faux, fondé ou non fondé, réel ou illusoire, scientifique ou idéologique, légitime ou abusif. On cherche à savoir quels sont les liens, quelles sont les connexions qui peuvent être repérées entre mécanismes de coercition et éléments de connaissance. Cette affirmation que la critique ne consiste pas à trancher pour dire le vrai et le bien et dénoncer le faux et le mal,
mais à saisir les logiques et les pratiques qui conditionnent ces distinctions est ce qui a le plus troublé les philosophes qui accusent Michel Foucault de ne se situer nulle part. Car comme l'écrit la philosophe états-unienne Judith Butler, ce qu'il cherche à faire est, je la cite, quelque chose de très différent de ce que nous avons été amenés à attendre de la critique. En effet, contrairement à la vision classique consistant à établir des normes pour pouvoir produire des jugements évaluatifs, ce qu'elle décrit comme une forme, au fond, normativement appauvrie de critique, son approche à lui, explique-t-elle, n'est pas seulement plus complexe, mais contrairement à ce que pensent ses détracteurs, met en jeu des engagements normatifs forts en questionnant les limites de nos certitudes épistémologiques. Il faudrait lui ajouter en défendant la liberté de penser et un art de gouverner, c'est-à-dire en établissant un cadre moral et politique. Le titre de l'article « Qu'est-ce que les Lumières » dont j'ai déjà parlé est celui que Michel Foucault n'avait pas osé donner 6 ans auparavant à sa communication devant la Société française de philosophie. Ce nouveau texte, qui est pour partie une longue et partielle exégèse de celui éponyme en allemand de Kant, Was ist die Aufklärung, représente l'aboutissement de sa pensée autour de la critique, pas seulement parce qu'il l'écrit peu de temps avant de mourir, mais surtout parce qu'il y rassemble et y articule, semble-t-il, les différents éléments de sa conceptualisation en liant la question de la critique et la question de la temporalité. D'une part, il définit de manière plus précise, je le cite, ce que peut être un ethos philosophique consistant dans une critique de ce que nous disons, pensons et faisons à travers une ontologie historique de nous-mêmes. Car c'est bien de faire l'analyse de nous-mêmes en tant qu'être historiquement déterminé par l'esprit des Lumières en quoi consiste cet ethos. Que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non, nous en sommes les héritiers. Comment caractériser cet ethos ? C'est une attitude limite, attitude à nouveau, affirme Michel Foucault, et elle repose sur une interrogation fondamentale, je crois, dans ce qui nous est donné comme universel, nécessaire, obligatoire. Quelle est la part de ce qui est singulier, contingent et dû à des contraintes arbitraires ? La critique consiste ainsi à mettre en question ce qui semble aller de soi. Et d'autre part, second point, il récuse une manière de penser téléologique qui recherche la finalité interne du temps et le point vers lequel s'achemine l'histoire de l'humanité. Il propose par contraste une double temporalité. Il y a d'abord la modernité, conçue non pas comme une époque, à partir de laquelle on disqualifierait à la fois une prémodernité plus ou moins naïve et archaïque, et une énigmatique et inquiétante postmodernité, mais comme une attitude, on l'a vu, visant à prendre au sérieux le moment présent et à le reconnaître pour ce qu'il est, à le travailler. Et il y a ensuite l'actualité, conçue non pas comme les médias s'en emparent en la commentant au jour le jour, mais comme un objet d'enquête à part entière, à savoir, je cite, « aujourd'hui, comme différence dans l'histoire et comme motif pour une tâche philosophique particulière. » En somme, pour exprimer plus simplement cette double temporalité, on pourrait dire que la modernité est l'attitude qui consiste à prendre l'actualité pour l'objet de sa réflexion. Le travail critique réside alors dans le regard porté sur ce présent, dont à la fois les singularités et les permanences nous échappent précisément parce que nous y sommes inscrits. Nous le vivons plutôt que nous ne le pensons. Exercice ardu, mais nécessaire, proche de celui que pratiquent ou peuvent, ou peut-être doivent pratiquer anthropologues et sociologues. Il s'agit d'étudier l'ici et maintenant avec les yeux à la fois d'un participant, qui en fait l'expérience de l'intérieur, et d'un étranger, qui l'observe de l'extérieur, d'en faire un objet familier et un sujet d'étonnement. Pour saisir à la fois l'originalité et la pensée de Michel Foucault et néanmoins son inscription dans une certaine tradition, il est utile de la resituer dans un cadre interprétatif plus large.
Un essai du philosophe britannique David Owen offre une intéressante clé de lecture du domaine complexe et controversé de la pensée critique. Considérons les contraintes qui pèsent sur notre capacité à nous gouverner, suggère-t-il. En d'autres termes, sur notre liberté de penser et d'agir, en se limitant à celle que nous nous imposons à nous-mêmes, sans le vouloir, et en excluant donc les diverses formes de coercition qui sont imposées par des autorités. Ces contraintes sont principalement de deux types. On peut être prisonnier d'une idéologie ou bien d'une perspective. Être prisonnier d'une idéologie, au sens de Marx, signifie qu'on adopte une croyance reposant sur une vision du monde faussée qui permet la reproduction d'un rapport de domination. L'idéologie produit ce que les philosophes hongrois György Lukács et allemands Herbert Marcuse appellent fausse conscience, c'est-à-dire une manière de voir et de penser les choses qui empêche les agents de reconnaître la réalité de leurs conditions sociales et celle de leur domination. C'est ce qui a initialement été proposé pour comprendre la perception inadéquate qu'auraient les classes populaires de l'oppression et de l'exploitation dont elles sont victimes, et qui peut notamment les amener à les conduire à soutenir des partis ou des régimes qui sont défavorables à leurs intérêts. C'est également ce phénomène que Pierre Bourdieu analyse avec Jean-Claude Passeron en parlant de violence symbolique par laquelle, en jouant simplement par des effets de sens et de langage, les dominants parviennent à faire accepter aux dominés leurs conditions comme étant naturelles, évidentes, allant de soi. Au contraire, être prisonnier d'une perspective, au sens de Nietzsche, signifie en revanche que le regard qu'on a sur le monde n'est jamais objectif ou neutre, mais qu'il est toujours situé en fonction de qui l'on est, du lieu et du temps où l'on vit, qu'il y a autant de perspectives qu'il y a d'individus et que toute représentation qu'on peut avoir est déjà une interprétation sous-tendue par des valeurs. Dans ces conditions, les discours que les philosophes eux-mêmes ou elles-mêmes tiennent sur la vérité et sur le bien ne sont que des perspectives parmi d'autres possibles, bien qu'ils croient, eux, détenir la vérité et défendre le bien. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce perspectivisme nietzschéen n'est ni un relativisme, selon lequel toutes les valeurs se vaudraient, ni un subjectivisme qui ferait des jugements personnels un obstacle à toute objectivité. Mais c'est un constat à la fois factuel et radical qui est empiriquement vérifiable. C'est dans le prolongement de cette pensée, que Michel Foucault déclare qu'il ne cherche pas à démêler le vrai du faux et le bien du mal, mais à comprendre comment se sont formées ces distinctions et dans quelle logique elles trouvent leur place. Deux approches critiques découlent donc de ces lectures marxistes et nietzschéennes selon David Owen. Pour les uns, les marxistes, ou leurs successeurs, il s'agit de libérer les êtres humains de l'idéologie qui les trompe sur leur situation et leurs conditions, ce qui implique qu'il y ait en dernière instance une certaine vérité à valeur universelle. Cette émancipation peut être obtenue par l'intervention d'intellectuels qui éclairent les dominés, ou bien par un travail intellectuel de ces derniers, les dominés, sur eux-mêmes. Mais pour les autres, nietzschéens notamment, il s'agit de reconnaître à la fois la multiplicité des perspectives et de prendre conscience de la leur propre, l'idée d'une vérité en dernière instance n'ayant alors pas de sens. Cette révélation porte aussi bien sur le domaine de la connaissance que sur le domaine de la morale. La première ligne de pensée normative a été développée par l'école de Francfort autour de ce qu'on appelle la théorie critique, qui s'est inspirée de Marx dans la génération notamment de Théodore Adorno et Max Horkheimer, puis s'en est éloigné quelque peu dans les deux générations suivantes de Jürgen Habermas et d'Axel Honneth. La deuxième ligne de pensée, généalogique, a été développée par Michel Foucault et du reste avec une méthode très différente de celle de Nietzsche.
Présenter ainsi les deux manières de concevoir la critique, c'est-à-dire à la fois son objet, ce qu'elle doit étudier, et sa mission, comment elle doit intervenir, paraissent incompatibles et même irréconciliables. Soit la vérité existe et le philosophe peut l'établir et s'en réclamer, soit elle n'existe pas, et son rôle est de repérer des formes de véridiction sans préjuger de qui dit vrai. Et donc, soit le critique doit démasquer les mensonges et les illusions propagées intentionnellement par les dominants pour légitimer leur oppression, soit le critique doit révéler les interprétations et les jugements sous-tendant le regard de chacun sur les choses. Pourtant, il est peut-être possible de ne pas s'arrêter aux seules incompatibilités en déclarant leur irréconciliabilité. C'est ce que fait à diverses reprises Michel Foucault, dans plusieurs des textes lui qui se réclame de la pensée nietzschéenne, sans aucun doute, se déclare pourtant intéressé par la théorie critique allemande. Il dit d'ailleurs regretter de n'y avoir pas été exposé durant ses années d'études, car s'il l'avait été, il se serait épargné des erreurs et des détours, explique-t-il, alors que des voies avaient été ouvertes par l'école de Francfort. Et il parle même, à propos de sa réflexion autour des Lumières, je le cite, de ce problème qui nous rend fraternels avec l'école de Francfort. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'y a guère eu de réciprocité du côté de cette dernière, et notamment de Jürgen Habermas, qui en est à l'époque la grande figure intellectuelle. Dans une longue discussion de l'œuvre de son collègue français, il présente, je le cite, sa dramatique influence et sa réputation iconoclaste, comme le fruit, je le cite encore, de la trompeuse apparence d'un historicisme radical qui ne parvient pas à dissimuler les passions d'un modernisme esthétisant. Je cite encore, son historiographie généalogique émerge de ce cocon comme une science illusoire à la fois présentiste, relativiste et cryptonormative. Publié 3 années après la mort de Michel Foucault, que le philosophe allemand mentionne au début de son texte, cette violente attaque ne pouvait évidemment recevoir de réponse. Face à cette brutalité argumentative, l'article de David Owen se veut par conséquent pédagogue. Médiateur intellectuel, si l'on peut dire, il se propose d'expliquer à ceux des tenants de la théorie critique qui ne la comprennent pas ce qu'est la généalogie. Il espère ainsi, dit-il, dissiper la confusion systématique qui entoure la réception de la généalogie foucaldienne parmi les philosophes travaillant dans la tradition de l'école de Francfort. Probablement, son ambition n'irait-elle toutefois pas jusqu'à s'imaginer faire changer d'avis Jürgen Habermas. Mais sa générosité didactique ne l'empêche pas de développer une analyse critique de la posture hostile de ses collègues allemands. Car comment expliquer leur réaction si négative à l'endroit de la pensée généalogique? À quel titre peuvent-ils affirmer qu'une critique morale et politique responsable doivent s'appuyer sur des fondements normatifs pour décider de ce que sont une bonne morale et une bonne politique? Le rejet de la pensée généalogique ne révèle-t-elle pas en fait le point aveugle de leur propre conception qui ne leur permet pas de voir qu'eux aussi sont à leur manière prisonniers d'une certaine perspective? L'alternative que présente David Owen est finalement la suivante. Ou bien on est convaincu que le travail critique revient à corriger des erreurs de nature idéologique et à leur substituer une vision juste des choses, ce qui suppose qu'on ait forcément raison. Ou bien on considère que le travail critique invite à réaliser qu'il existe différentes visions des choses qui sont donc toutes nécessairement partielles et probablement partiales, et à faire réfléchir sur ce que sont les implications des unes et des autres, ce qui suppose que la question ne soit pas d'avoir raison, mais de comprendre les enjeux. La première position, celle de la théorie critique, place le critique dans la position de celui qui sait où se trouve la vérité et a pour but de la dévoiler aux agents. La seconde, celle de la pensée généalogique, fait appel au sens critique des agents en révélant la multiplicité des versions possibles de la vérité et les enjeux de chacune. Du point de vue de l'émancipation des personnes, et même de ce que peut signifier l'esprit des Lumières, on conçoit que les projets soient fondamentalement différents. Les divergences autour de la critique en France se sont posées de manière tout aussi intense, mais quelque peu différente
moins dans le champ philosophique, même si elles y ont existé, que dans le champ sociologique. Assez peu autour de la généalogie et rarement autour de la théorie critique qui a été largement ignorée en France. Elles se sont manifestées essentiellement dans la confrontation à la fin du XXe siècle entre la sociologie critique de Pierre Bourdieu et la sociologie de la critique de Luc Boltanski. On n'était plus dans une opposition Marx versus Nietzsche, mais plutôt, pourrait-on dire, Kant versus Dewey. Autrement dit, une nouvelle version de la raison critique et une version francisée de la théorie pragmatiste. Sur quoi repose cette opposition qu'a notamment tenté d'éclairer le philosophe Thomas Benatouil? La sociologie critique, telle que l'a construite Pierre Bourdieu, avec Jean-Claude Passeron, Jean-Claude Chambordon, Monique de Saint-Martin, Abdelmalek Sayad et quelques autres, se présente comme une critique de la manière dont les institutions, à commencer par l'école, et les pouvoirs, qu'ils soient économiques, politiques ou culturels, inculquent une vision du monde qui participe de la reproduction des structures sociales et de leurs inégalités, tout en invisibilisant leurs mécanismes. Cette critique n'épargne pas les sciences sociales et les humanités elles-mêmes. Et il est nécessaire d'objectiver les positions de celles et ceux qui les pratiquent et d'analyser les présupposés qu'elles produisent. Elle débouche donc sur un dévoilement des rapports de domination qui opèrent dans la société et sur un redressement de ces préconceptions, qu'elles soient profanes ou savantes. La sociologie pragmatique, elle, telle que l'a développée Luc Boltanski en dialogue avec Laurent Thévenot, F. Capello, Bruno Latour, Michel Calon et d'autres, procède d'une démarche totalement différente puisqu'elle reconnaît aux acteurs une compétence et une connaissance de ce qui se passe dans le monde et de la position qu'ils y occupent et se donne donc comme raison d'être de reconstituer une grammaire de la façon dont ils présentent et justifient leurs discours et leurs actions. Donc plutôt qu'une critique dont les sociologues seraient les porteurs, il s'agit pour eux d'élaborer une sociologie de la critique telle que cette dernière est élaborée par les membres de la société, sans y ajouter la leur propre. Elle consiste donc en une traduction et une modélisation permettant de mettre en forme les savoirs ordinaires, comme du reste les savoirs scientifiques. Alors que le sociologue critique participe à l'émancipation des agents en leur révélant les mécanismes de leur domination, le sociologue pragmatiste se propose, à l'inverse, d'enregistrer et d'ordonner les pratiques émancipatrices des acteurs, et vous aurez noté au passage la différence dans la manière de nommer les protagonistes de l'action, agents ou acteurs. Ce sont là assurément deux manières bien distinctes d'envisager la fonction politique des sciences sociales. On pourrait alors aisément imaginer que Pierre Bourdieu, théoricien de la violence symbolique, qui procède donc par dévoilement de la vérité cachée des relations sociales, et Michel Foucault, généalogiste des pratiques discursives, qui s'intéresse à la formation des vérités sans prétendre en détenir une, se situent dans une relation antagonique, relativement similaire à celle précédemment évoquée entre Michel Foucault et Jürgen Habermas. Les choses sont toutefois plus complexes. Pratiquement de la même génération, puisqu'ils n'ont que 4 ans de différence, ils sont tous deux reçus au concours de l'École normale supérieure, deviennent des élèves de Georges Canguilhem à la Sorbonne et se retrouvent plus tard ensemble professeurs au Collège de France. Mais il ne faut pas en inférer trop rapidement une réelle proximité. D'une part, Michel Foucault semble ne jamais avoir mentionné dans ses écrits ou ses entretiens son jeune collègue, qu'il a cependant soutenu lors de son élection dans cette institution où lui-même avait sa chaire. D'autre part, Pierre Bourdieu, qui a délaissé la philosophie pour s'orienter vers la sociologie, a plusieurs fois reproché à son aîné le mépris manifesté à l'égard des sciences sociales. Au début des années 1980, pourtant, ils s'engagent ensemble dans une série de luttes. Ils sont à l'origine d'une pétition retentissante contre le gouvernement de gauche qui a pris ses distances au moment de la répression des mobilisations contre le régime communiste en Pologne. Puis ils s'associent à plusieurs initiatives de la CFDT dont ils partagent les vues réformistes. La complicité politique sera toutefois interrompue par la mort de Michel Foucault, à la suite de laquelle Pierre Bourdieu se radicalisera progressivement
dans sa critique des pouvoirs. Courte période de convergence et de connivence sur le terrain politique, donc, qui suggère néanmoins un certain dépassement de leurs différences théoriques. Étrangement, les deux hommes se retrouvent réunis, de manière posthume du reste, au début des années 2000 dans un article au succès international spectaculaire dans lequel ils se trouvent mis en cause pour leur contribution supposée aux théories du complot par un autre grand nom des sciences sociales et des humanités françaises. Le texte s'intitule « Why has critique run out of steam ?» Pourquoi la critique s'est-elle essoufflée, s'est-elle perdue? L'auteur en est Bruno Latour, un proche de Luc Boltanski. Ayant évoqué deux circonstances au cours desquelles il avait pu voir à l'œuvre les thèses conspirationnistes, l'une dans le débat sur le réchauffement climatique aux États-Unis, l'autre lors d'une conversation sur les attentats du 11 septembre avec un voisin en France, il les met en relation avec la critique des savoirs par Michel Foucault et la critique des pouvoirs par Pierre Bourdieu. Je le cite. « Quelle est la différence réelle entre ces complotistes et une version popularisée de la critique sociale. Cette critique sociale qui, dit-il, nous enseigne à devenir suspicieux de tout ce que les gens disent, puisque nous savons tous qu'ils vivent sous l'emprise d'une illusion. » Et pour faire bonne mesure, Bruno Latour associe dans son pamphlet la théorie critique de l'école de Francfort, dont il affirme qu'elle est morte depuis longtemps. Il faut certainement voir dans cette offensive contre toutes les formes de critique, et plus encore dans l'écho considérable qu'elle a eu dans le monde universitaire, il semble que ce soit l'article le plus cité du théoricien de l'acteur réseau, il faut y voir un phénomène méritant l'attention en ce qu'il signifie une défiance nouvelle à l'égard de la pensée critique, quelle qu'elle soit. De ce point de vue, elle relèverait justement d'une analyse de ce que Michel Foucault nomme l'actualité, c'est-à-dire une différence qui s'inscrit presque subrepticement dans le présent. Elle inaugure, sans en être bien sûr la cause, un nouveau règne de la critique, aussi bien dans le champ académique, avec un retour du positivisme et de la réaction, que dans le champ politique, avec les attaques répétées des gouvernements contre les sciences sociales et les humanités, au nom de la lutte hier contre l'islamo-gauchisme, aujourd'hui contre le wokisme. Dans un article écrit sur l'héritage de l'œuvre foucaldienne, les philosophes allemands Martin Saar et Frieder Vogelmann, tous deux issus de l'école de Francfort, mais assurément plus généreux à l'égard de leurs collègues français que certains de leurs prédécesseurs, se demandent comment en faire bon usage aujourd'hui. S'il est habituel de considérer que cette pensée est une invitation à diagnostiquer le présent, comment doit-on aujourd'hui procéder. Selon eux, bien qu'il soit tentant de se servir des concepts de Michel Foucault, dont il donne pour exemple le panoptique, le biopouvoir, la gouvernementalité ou la parésia, dont nous reparlerons, telle n'est pas la bonne manière de faire pour saisir notre actualité, car ce serait au fond confondre cette actualité avec la sienne sans prendre en compte que précisément l'actualité est un rapport au présent par différence avec le passé. C'est pourtant une inclination problématique qui concerne non seulement les philosophes, mais aussi les anthropologues, les sociologues, les historiens, les politistes, lorsqu'ils appliquent mécaniquement les concepts foucaldiens, au risque de forcer les données de leurs propres enquêtes, de leur faire dire plus qu'elles ne le permettent et d'écarter une partie de ce qu'elles pourraient révéler. Il ne faut donc pas partir du diagnostic du présent qu'a pu établir Michel Foucault, mais de la méthode qu'il a utilisée pour parvenir à ce diagnostic, y compris pour la critiquer et la dépasser. Ce que font Martin Saar et Frieder Vogelmann en montrant comment la question environnementale, quasiment absente il y a 50 ans, appelle aujourd'hui ce qu'ils nomment une ontologie critique qui permette de penser l'humain à travers la nouvelle relation à la nature qu'a provoqué l'horizon du désastre écologique. Ou encore comment le déploiement dans l'espace public de théories du complot et de pratiques de désinformation, bien moins manifestes et menaçantes il y a un demi-siècle,
justifient désormais une épistémologie politique, leur terme, permettant d'aller au-delà des discussions confuses sur l'avènement d'une supposée post-vérité. De nouvelles actualités émergent donc qu'il faut saisir. La méthode foucaldienne peut permettre de les explorer, à condition toutefois de n'en être pas prisonnier. Mais cette méthode, quelle est-elle ? Répondre à cette question n'est certes pas facile, car Michel Foucault n'a cessé de la présenter, de la réviser, de la transformer. Une formulation tardive peut néanmoins s'avérer heuristique, la problématisation. Tardive, elle est en effet, puisqu'elle n'est thématisée que dans les 2 dernières années de sa vie, mais elle lui permet de relire l'ensemble de son œuvre. La notion qui sert de forme commune aux études que j'ai la notion, dit-il, qui sert de forme commune aux études que j'ai menées depuis l'histoire de la folie, c'est celle de la problématisation, à ceci près que je n'avais pas encore suffisamment isolé cette notion. C'est dans un entretien de 1984. Et il ajoute, mais on va toujours à l'essentiel à reculons. C'est la rançon et la récompense de tout travail où les enjeux théoriques s'élaborent à partir d'un certain domaine empirique. Qu'est-ce qu'alors que cette notion de problématisation ? Selon lui, je le cite, elle ne veut pas dire représentation d'un objet préexistant, ni non plus création par le discours d'un objet qui n'existe pas. C'est en fait l'ensemble des pratiques discursives ou non discursives qui fait entrer quelque chose dans le jeu du vrai et du faux et le constitue comme un objet pour la pensée, que ce soit sous la forme de la réflexion morale, de la connaissance scientifique, de l'analyse politique, etc. Comment, à différentes époques et en différents lieux, en venons-nous, et le « nous » est ici générique et peut s'appliquer à n'importe quelle époque et à n'importe quel lieu, en venons-nous donc à penser le monde, à penser les autres, à nous penser nous-mêmes d'une certaine façon qui nous semble aller de soi. Telle est la question à laquelle essaie de répondre une méthode en termes de problématisation. Il est intéressant de noter que 8 ans avant de proposer ce concept, il en avait suggéré un autre, l'événementialisation, dont il admettait lui-même l'horreur du mot. C'était notamment dans la table ronde du 20 mai 1978, au cours de laquelle il avait été confronté à une douzaine d'historiennes et d'historiens français, dont Michel Perrault, Arlette Farge, Jacques Léonard, Maurice Agulon et Jacques Revel, face auxquels il tentait de défendre sa méthode. Ce néologisme signifiait pour lui 2 choses. C'était, je cite, une rupture d'évidence, ces évidences sur lesquelles s'appuie notre savoir, nos consentements, nos pratiques, par exemple autour de la folie, pensée comme maladie mentale, ou de l'incarcération, pensée comme réponse au crime. Et il fallait donc, je cite encore, retrouver les connexions, les rencontres, les appuis, les blocages, les jeux de force, les stratégies qui ont à un moment donné formé ce qui va ensuite fonctionner comme évidence, universalité, nécessité, à savoir, dans les mêmes exemples, l'enfermement des aliénés dans des asiles et des délinquants dans les prisons. On retrouve là les 2 éléments de l'ordre du discours, sa leçon inaugurale, la critique, qui met à jour une forme d'exclusion, et la généalogie, qui rend compte de sa formation. Avec cette notion, Michel Foucault était assez proche de ce qu'on nommait à cette époque, en sociologie, la construction des problèmes sociaux. Approche qui a connu un développement suffisamment considérable pour qu'une Society for the Study of Social Problems soit créée en 1951 comme contrepoint moins traditionnel et plus engagé à l'American Sociological Association, avec pour présidente et président des grandes figures de la discipline comme Howard Baker, Frances Fox Piven, Egon Bittner, Joseph Gusfield et Peter Conrad. Pour ces sociologues concernés par les questions de justice sociale, un problème n'existe pas en soi, il fait l'objet d'une construction par des acteurs, des institutions, des médias, qui le font exister en lui donnant une représentation qui est plus ou moins partagée, qui fait plus ou moins l'objet de disputes et de contestations, qui donnera lieu ou non à des actions et des politiques. Dans mon cours sur les mondes de la santé publique, j'en avais donné une illustration
avec la naissance du saturnisme infantile en montrant comment l'intoxication au plomb des enfants de familles africaines avait longuement été méconnue jusqu'à ce que de nouveaux acteurs mobilisant de nouveaux outils en établissent la fréquence et la gravité. Lors de ses dernières interventions, Michel Foucault prend cependant ses distances avec cette approche constructiviste des sciences sociales en soulignant qu'il faut voir, je le cite, la problématisation non comme un ajustement des représentations, mais comme un travail de la pensée. Il continue, si des processus socio-économiques et politiques jouent un rôle, il n'est que d'incitation, car ce qui est décisif, c'est la transformation dans le champ de la pensée. Cette position radicalement philosophique relègue donc étrangement les processus historiques et les agents qui y sont impliqués au risque de faire émerger la pensée de manière solipsiste, dégagée des mondes sociaux. Les sciences sociales, elles, ne peuvent évidemment pas s'accommoder d'une méthode qui analyse le présent dans une sorte d'éther de la pensée, car il y a des agents, des circonstances, des configurations qui produisent et transforment les idées. Ce ne sont pas simplement des éléments jouant un rôle d'incitation, comme il le dit, on doit les intégrer dans le travail de problématisation. Peut servir d'illustration la question de l'asile, sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années en examinant les statistiques sur 4 décennies de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont j'ai analysé les demandes, les taux de reconnaissance et les décisions lors de recours, et en conduisant des enquêtes à la Cour nationale du droit d'asile, où j'ai pu suivre plusieurs dizaines de dossiers et d'auditions de requérants, et mener des entretiens avec des magistrats, des avocats, des juristes, des rapporteurs, des administrateurs. Le 10 décembre 1979, le président français Valéry Giscard d'Estaing recevait à Genève la médaille et le prix Nansen, décerné par un comité à la tête duquel siégeait le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et créé 25 ans plus tôt afin d'honorer des personnalités ou des organisations pour, je cite, leur service exceptionnel rendu à cette cause. Elle venait récompenser les efforts de son pays, qui avait accueilli plusieurs dizaines de milliers de Vietnamiens fuyant les violences et les persécutions communistes. Un an plus tôt, la mobilisation pour les Boat People avait bénéficié d'une large audience nationale, à la suite de la découverte en mer de Chine d'un vieux cargo sur lequel étaient entassés plus de 2500 personnes en détresse et auxquelles tous les gouvernements de la région refusaient l'accès de leur port. Un député gaulliste avait été chaleureusement applaudi par ses collègues de l'Assemblée nationale lorsqu'il en avait appelé, je cite, « aux raisons du cœur et de la mémoire de son pays ». Et un appel avait été lancé avec des signatures d'intellectuels dont faisait partie Michel Foucault pour l'affrètement d'un navire humanitaire destiné à aller, je cite, « chercher ces fugitifs ». Avant de recevoir sa médaille et son prix, le président français avait tenu à rendre hommage aux associations, saluant leur dévouement exemplaire qui avait permis le sauvetage de tant de vies humaines. Le 24 novembre 2015, le Premier ministre français, Manuel Valls, déclarait dans un journal bavarois qu'il n'était pas possible à l'Europe d'accueillir plus de réfugiés, mettant implicitement en cause la politique d'accueil de la chancelière allemande à la veille d'une rencontre entre les deux gouvernements autour de ce que les médias désignaient souvent comme une crise migratoire, mais s'attaquant aussi indirectement au droit international tel que défini dans la Convention de Genève relative aux réfugiés de 1951. L'Allemagne avait reçu cette année-là 6 fois plus de demandes d'asile que la France, laquelle se situait en proportion de sa population 2,5 fois au-dessous de la moyenne européenne. Et même pour ce qui est des Syriens fuyant les violences du régime baathiste, appuyé par l'aviation russe, le nombre de requêtes enregistrées par l'Allemagne était 46 fois supérieur à celui de la France, où seulement 3 400 dossiers avaient été déposés. En 12 mois, plus de 4 000 personnes, hommes, femmes et enfants, avaient perdu la vie en Méditerranée après la fin de l'opération Mare Nostrum, coordonnée par l'Union européenne. Mais les naufrages d'embarcations de centaines de personnes au large de l'Italie ne causaient plus guère d'émotion.
3 ans plus tard, le président français, nouvellement élu, Emmanuel Macron, s'en prenait à une organisation humanitaire qui faisait du secours en mer et l'accusait de cynisme terrible car elle faisait le jeu des passeurs. Le temps n'était plus aux éloges des associations qui sauvaient des vies humaines. 2 actualités de la société française à 36 ans de distance, que je place en parallèle à la manière de Michel Foucault qui, dans les premières pages de la naissance de la clinique, contraste 2 traités rédigés à un demi-siècle d'écart pour montrer le déplacement qui s'est opéré dans la façon dont, au tournant du XVIIIe siècle, les médecins décrivent les manifestations anatomiques de la maladie. On pourrait certes relever l'ironie du fait qu'un président réputé de droite soit célébré comme champion de la cause des réfugiés, alors qu'un Premier ministre supposé de gauche refuse de les accueillir en réprouvant même la générosité d'une chancelière conservatrice, sans comprendre que c'est là une question moins de positionnement politique que de changement profond de perception dans le contexte duquel la responsable allemande était devenue l'exception. On pourrait également attribuer l'évolution du discours politique à une augmentation du nombre de demandeurs d'asile qui rendrait les gouvernements plus réticents en matière d'accueil, en ignorant cependant que le déclin des taux de reconnaissance du statut de réfugié était amorcé depuis plusieurs décennies sans lien nécessaire avec la quantité de dossiers déposés, car entre la fin des années 70 et la fin des années 90, pour des chiffres sensiblement équivalents de requêtes, la proportion de demandeurs auxquels on accordait l'asile est passée de plus de 9 sur 10 à moins de 2 sur 10. Autre chose était en jeu. Les boat people en mer de Chine avaient naguère fait naître une vague de sympathie entraînant une mobilisation au-delà des divisions partisanes. Pourtant plus proches en Méditerranée, ces réfugiés ne suscitaient plus désormais de semblables réactions consensuelles dans l'opinion, et il en est du reste de même pour ce qui est des Rohingyas qui se noient en mer d'Andaman ou des Haïtiens qui disparaissent dans le golfe du Mexique. Au cours d'un entretien, le juge de la Cour nationale du droit d'asile, réputé pour en être le plus implacable lors des audiences et le plus sévère dans ses décisions, me confia qu'il avait été très impliqué au moment de l'accueil des Vietnamiens et que, par comparaison avec leur détresse, qui l'avait profondément ému, les demandeurs d'aujourd'hui lui paraissaient bien moins mériter le statut de réfugié. Peut-être était-il affecté par ce qu'on qualifie parfois de fatigue compassionnelle, à force d'entendre des récits tragiques. Peut-être avait-il plus d'affinité avec les ressortissants asiatiques qu'avec les exilés venus d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, pour des raisons raciales ou religieuses. Peut-être se sentait-il plus sensible à la condition des opprimés des régimes communistes qu'à celle des persécutés des autocraties contemporaines du fait de préférences idéologiques. Quoi qu'il en soit, et qu'il en ait ou non conscience, son jugement était façonné, comme l'était celui de nombre de ses collègues, avec lesquels j'ai eu des entretiens, par des décennies de décrédibilisation des demandeurs d'asile, de discours politiques dénonçant les abus et les fraudes, de textes de conventions européennes associant dans les mêmes plans d'action migrants et réfugiés, de pratiques de contrôle des frontières faisant des personnes menacées dans leur pays des étrangers en situation irrégulière. Quelques années plus tard, d'ailleurs, plusieurs gouvernements occidentaux déclaraient même s'affranchir de la Convention de Genève de 1951 et de son protocole de 1967, auquel leur pays avait pourtant adhéré. Et quelques années plus tard également, alors que la population de Gaza était décimée par les bombardements et les tirs de l'armée israélienne et réduite à la famine par la destruction des ressources vivrières et l'interdiction d'entrée de l'aide humanitaire, les pays européens, y compris la France, ajoutaient aux entraves des autorités israéliennes leurs propres obstacles à l'évacuation des enfants malades ou blessés en attente de soins urgents du fait de la destruction des structures de santé sur leur territoire. On était dans une autre actualité que celle de la décennie de 1970. Comment est-on donc passé d'un temps où s'exprimait un sentiment de commisération à l'égard des exilés vietnamiens et d'admiration à l'égard des exilés chiliens
où le statut de réfugié s'obtenait sur la foi d'un récit attestant les persécutions ou les risques de persécution, à un temps où domine la suspicion, voire l'hostilité à l'égard des exilés africains ou moyen-orientaux, où les audiences à la Cour nationale du droit d'asile ressemblent souvent à des procès dans lesquels le récit du requérant est présumé mensonger jusqu'à la preuve considérée avec scepticisme de sa véracité. Comment l'évidence d'hier qu'un demandeur d'asile devait être protégé est-elle devenue l'évidence d'aujourd'hui qu'il doit être confondu? Il ne suffit pas pour le comprendre de se référer, comme le fait Michel Foucault, au travail de la pensée, et d'ailleurs lui-même ne s'y était pas limité dans ses enquêtes sur la folie et la prison. Il faut aussi prendre en compte le travail affectif et le recours à des valeurs de dignité ou d'indignité. Il faut encore prendre en compte le travail institutionnel à travers l'évaluation des performances des magistrats en termes de taux de reconnaissance et le travail politique à travers les interventions des gouvernants dans l'espace public et dans les lieux décisionnels. La compréhension de la problématisation est à ce prix. Prendre au sérieux donc l'actualité, non au sens du flux d'informations des médias qui semblent la faire changer d'un jour à l'autre en effaçant ce qu'elle révèle, mais au sens d'une différence dans l'histoire qui interroge sur les transformations profondes des sociétés, étudier des problématisations pour saisir comment des représentations, des discours, des pratiques définissent la manière dont, à un moment donné, dans un lieu donné, on pense les choses en les considérant comme allant de soi, en croyant même qu'elles sont comme elles doivent être et en renonçant donc à les imaginer autrement. Dégager les économies morales et politiques qui caractérisent les réponses apportées dans un contexte singulier à ces questions fondamentales, autour de comment les êtres humains habitent le monde, sans pour autant se référer à un cadre normatif universel, mais en préférant en comprendre les enjeux, les implications et peut-être les alternatives. Telles sont quelques-unes des leçons de la méthode critique de Michel Foucault. Ces principes parlent, si l'on peut dire, aux chercheuses et chercheurs en sciences sociales, anthropologues, sociologues, politistes, spécialistes d'études littéraires et d'autres, y trouvent des éléments pertinents pour leurs enquêtes. Beaucoup d'entre eux ont été inspirés par l'œuvre foucaldienne, cette influence étant révélée paradoxalement plus précoce et plus décisive aux États-Unis qu'en France, mais s'étant manifestée sur tous les continents. Ce qui ne signifie pas qu'il ait lui-même échappé à la critique. Comme on l'a vu, elle était, semble-t-il, de deux sortes. D'une part, une négation pure et simple de l'intérêt et de la pertinence de l'œuvre, la récusant et la disqualifiant en bloc, à la manière de Michael Walzer et de Jürgen Habermas, avec lesquels des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales n'ont pas été en reste. D'autre part, un dépassement s'appuyant sur l'œuvre pour, tout en reconnaissant une dette importante à l'égard de son auteur, en discuter les zones d'ombre, les faiblesses, les silences, et contribuer ainsi à la prolonger et à l'enrichir, comme ce fut le cas dans les études féministes et postcoloniales en particulier. Ayant cité en ouverture de cette leçon la catilinaire d'un collègue de l'école de sciences sociales de l'Institute for Advanced Study de Princeton, Michael Walzer, je vais la clore avec l'apologie d'une autre collègue de cette même institution, l'historienne états-unienne Joan Scott, qui a participé activement à la diffusion de la pensée de Michel Foucault dans sa discipline et la défend aujourd'hui dans sa revue History of the Present qu'elle a créée. Je la cite, « L'objet de la critique est de rendre visibles les points aveugles afin de permettre à un système de se transformer. Non de remplacer par ce qui est un plan idéal pleinement formulé, mais de l'ouvrir à la possibilité de penser et donc d'agir différemment. » Et elle ajoute, « Le désir donne vie à la critique et apporte du plaisir. Ce n'est pas le plaisir du confort, de la sécurité, de la consolation, c'est le choc de la nouveauté, l'effet désorientant d'une perspective différente, le frisson de penser au-delà des frontières établies. » Peut-être est-ce là une sensation proche de celle qui accompagne ce que les scientifiques appellent une découverte.